Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal, animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois la procédure d'un recours devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul à la Cour. Dans cet épisode, on passe étape par étape les recours devant le tribunal administratif du travail. Pour le meilleur et pour le pire, le travail, ça fait partie de nos vies. C'est aussi plein de relations, comme par exemple celle qui unit un employeur à son employé. Le droit du travail, c'est l'ensemble de ces règles juridiques qui encadrent ces relations. Et lorsqu'un conflit survient, dans le cadre d'une de ces relations, c'est souvent au tribunal administratif du travail que l'on doit s'adresser. Le tribunal administratif du travail, on l'appelle aussi le TAT. Pour mieux comprendre tous les rouages procéduraux d'un recours au TAT ou au TAT, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Adriana Sotelo, qui est avocate en droit du travail chez Dumais Avocats et qui, dans le cadre de sa pratique, a à se rendre fréquemment au TAT pour défendre l'intérêt de ses clients. Dans cet épisode, elle va nous aider à y voir plus clair dans les procédures régulières devant ce tribunal. Mais avant d'entamer cet épisode, des petites mises en garde s'imposent en lien avec les propos qui seront échangés. Premièrement, il est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de l'épisode et sachez que toutes les informations juridiques qui sont abordées reflètent le droit actuel en vigueur au moment de l'enregistrement de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode et pour en connaître un peu plus sur les services offerts par Hoche Légal, nous vous invitons à consulter le site web de l'organisme, hochelégal.ca, et de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram @hochelégal. Bon épisode! Merci d'être avec nous, Adriana. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance, qu'on parle un peu de ta pratique. On sait que tu travailles en droit du travail. Bon, ça fait drôle à dire, là, travailler en droit du travail, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton expertise? Oui, dans le fond, moi, ça va faire... je pense que ma première expérience comme avocate en tant que telle, ça a été dans le domaine du droit du travail au bureau Dumais Avocats, maintenant depuis un peu plus de 5 ans. C'est particulier parce que dans ma pratique, on touche seulement au rapport collectif de travail. Ça veut dire que normalement, je travaille pour des syndicats. Donc, oui, je vais travailler avec des travailleurs, des salariés, mais par l'entremise de leurs syndicats. Et particulièrement dans le domaine de la construction, qui est un volet à part du monde du travail. Ça ne touche pas nécessairement le code du travail puis les règles générales en matière du travail qui touchent la majorité des travailleurs salariés québécois, on va dire. Mais ça ne m'empêche pas que je connais autant l'univers, si on veut, du code du travail, des travailleurs syndiqués et les travailleurs du milieu de la construction. Puis c'est quoi qui t'a emmené vers le droit du travail? En fait, c'est vraiment une opportunité que j'ai eue de travailler dans ce bureau, mais c'était pas nécessairement un domaine sur lequel je m'enlignais, mais j'ai trouvé vraiment mon compte, puis j'espère continuer longtemps dans cette pratique, si on veut. Puis au fil de ton expérience, au fil de ton expertise que tu t'es développée, est-ce que tu as eu à ta connaissance ou à rencontrer des personnes qui se représentaient seules au tribunal administratif du travail? Tout à fait, c'est arrivé. Puis peut-être qu'on va toucher à ce sujet-là plus tard, mais dans un contexte particulier où est-ce que les travailleurs font des plaintes contre leur syndicat, souvent ils vont se représenter seuls devant le tribunal administratif du travail à ce moment-là. Donc oui, ça m'est arrivé. Donc, ça se fait, mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait ensemble, puis grâce à ton expertise, c'est en savoir un peu plus pour aider les personnes qui ont à se représenter seules devant le tribunal administratif du travail. Et ça commence un peu par un tout petit cours de vocabulaire quand même, parce qu'il y a beaucoup de termes en droit du travail. Donc là, c'est quoi la différence entre les statuts de travailleurs quand on parle de salariés, syndiqués? Qu'est-ce qu'on veut dire? Dans le fond, le salarié peut autant être syndiqué que non, mais le salarié syndiqué, il ne négocie pas lui-même ses conditions de travail. Il y a un contrat collectif qu'on appelle la convention collective qui va s'appliquer à lui et qui va déterminer toutes ses modalités de travail, ses conditions de travail, autant le salaire, son horaire de travail, les règles sur l'ancienneté, les règles de mise à pied. Ça peut toucher vraiment
tout ce qui va encadrer ses relations de travail avec son employeur. Tandis qu'un salarié qui n'est pas syndiqué, c'est le régime commun qui s'applique à lui. Donc, ses conditions de travail vont être à négocier, déterminer entre lui et son employeur. OK, fait que si je comprends bien, quand on est salarié, il n'y a pas de règles qui a été prédéterminées par un syndicat qui sont spécifiques et qui s'appliquent à nous. C'est vraiment les règles du droit général ou les règles de la loi sur les normes du travail qui s'appliquent. Mais quand on serait syndiqué, il peut y avoir des précisions qui se retrouvent dans la convention collective, qui est un travail qui aurait été un contrat, qui aurait été négocié au préalable, donc avant. Effectivement, ou sinon, ça arrive dans un établissement, chez un employeur, qu'il n'y a pas tout de suite de convention collective, mais que les salariés décident de se syndiquer et à ce moment-là de négocier une convention collective, des conditions de travail qui vont s'appliquer à l'ensemble des salariés de cette unité. Si on veut vérifier, parce qu'on n'est pas trop certain si on est syndiqué ou non, est-ce qu'il y a moyen de le faire? En fait, normalement, quand vous êtes employé auprès d'un employeur, c'est de connaissance. Il y a une convention collective à l'interne. Donc, si on ne le sait pas, il y a des bonnes chances qu'on n'est pas syndiqué. Sinon, il y a moyen, par l'outil Corail, en ligne, de vérifier auprès d'un employeur s'il y a des accréditations, s'il y a des conventions collectives en vigueur dans un établissement. Puis, l'impact d'être syndiqué sur, par exemple, une injustice qu'on a vécue dans une situation de travail, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'impact sur le recours? Dans le fond, le syndicat, quand vous êtes représenté par un syndicat, ce dernier a le monopole de représentation. Dans le fond, il doit veiller à faire appliquer les conventions collectives, la convention collective en vigueur. Donc, si justement il y a une injustice, s'il y a une mesure disciplinaire, si je subis une mesure disciplinaire, un congédiement, mon syndicat a le devoir de me représenter et de me défendre en application de la convention collective. Donc, normalement, il y a une procédure de grief. Si le syndicat voit que c'est opportun d'entreprendre cette procédure, elle doit le faire pour le salarié. Donc, le défendre dans le cours d'un grief, ça va être devant un arbitre de grief, pas devant le tribunal administratif du travail, par exemple. Fait que c'est toute une procédure qui est différente au final, parce que quand on dit le syndicat, le monopole de la représentation, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas aller devant le tribunal administratif du travail tout seul en disant « Moi, mon syndicat, c'est pas par là que je veux aller devant le tribunal administratif du travail ». Est-ce que ça, c'est possible? De manière générale, ça va justement... Quand il y a une convention collective et un syndicat, ça va empêcher le travailleur d'entreprendre des recours devant le tribunal administratif du travail, mais il y a quand même des exceptions. Comme tout en droit, c'est sûr qu'il y a des nuances. Ouais. Fait qu'en général, si on est syndiqué, c'est bon d'aller voir en premier notre syndicat si on a vécu une injustice dans le milieu de travail. Tout à fait, parce que le syndicat aussi va être au premier plan pour vous. Normalement, ils connaissent la convention collective, ils connaissent vos droits auprès de l'employeur. Donc oui, ils vont être au premier plan pour vous informer, vous aider, vous appuyer dans les démarches à entreprendre. OK, parfait. Puis là, on a parlé de syndiqués. Est-ce qu'on peut juste parler un petit peu, de manière très générale, de salariés? Est-ce que ça regroupe tout le monde ou est-ce que ça vaut la peine de se renseigner un petit peu plus pour vérifier si on est vraiment une personne salariée au sens du droit? Le meilleur outil, la définition de salarié, ça va être prévu dans la loi sur les normes du travail. Donc, oui, il y a des critères à respecter. De manière générale, il y a un lien de subordination entre un employeur et son salarié. Le salarié reçoit une rémunération contre une prestation de travail. Aussi, vous êtes salarié dans la mesure où vous n'êtes pas un cadre supérieur. Fait qu'il y a des exceptions. Il faut faire attention à ces exceptions-là, puis ça vaut la peine de sûrement se renseigner ou d'aller voir une personne spécialisée dans ce droit-là pour s'assurer vraiment, est-ce que ce cadre juridique-là, donc toutes ces lois, ces normes-là ou ces règles-là qui sont dans la loi sur les normes du travail s'appliquent à moi ou non? Tout à fait. Et aussi, on va sûrement discuter de la CNESST au cours de l'épisode, mais la CNESST propose des outils en ligne et oui, des lignes d'appel pour aider un salarié, pour vous informer justement sur le statut. Ils peuvent vous donner des informations là-dessus. Super! Donc là, on sait un peu plus
qu'est-ce que c'est le statut de travailleur, salarié, syndiqué. Puis évidemment, quand on parle de droit, on le sait, on en parle dans chaque épisode, il y a prescription, donc la date d'expiration, si on veut, d'un recours. En droit du travail, est-ce qu'il y a des prescriptions? Est-ce que c'est la seule branche du droit qui fait exception à la règle? Non, ce n'est pas la seule branche du droit qui fait exception. Il y a plusieurs délais à respecter. Je ne sais pas si les auditeurs comprennent nécessairement la notion de prescription, mais dans le fond, c'est le délai que quelqu'un a pour entreprendre un recours, sans quoi il est prescrit. On ne peut plus déposer une plainte ou faire une demande auprès d'une instance en particulier ou du tribunal administratif du travail. Donc, en droit du travail, oui, il y a plusieurs délais à respecter, tout dépendamment du recours qu'on entreprend. Donc, il y a un petit minuteur sur notre injustice, on pourrait le dire comme ça. Une fois que la sonnerie est enclenchée puis que le délai est dépassé, il est fort probable qu'on ne puisse plus présenter notre recours. Tout à fait. Puis, le délai est beaucoup plus court qu'en droit civil. Donc, c'est des délais rapides. Ça vaut la peine de se renseigner puis d'agir rapidement si on a l'impression qu'il y a une injustice. Tout à fait. Puis ces délais-là, ça ressemble à... Ça peut vraiment, évidemment, varier. Ça peut aller dans les années, les mois, mais ça peut même être, il me semble, des jours. On parle de 45 jours des fois. Tout à fait. Dans le fond, on va dire le recours le plus... qui peut venir à l'esprit, c'est celui lorsque on est congédié. Mm-hmm. Un salarié qui est congédié s'il n'est pas représenté par syndicat, aurait 45 jours pour déposer une plainte auprès de la CNESST, 45 jours après son congédiement, pour contester ce dernier. C'est un recours qui est permis en vertu de la loi sur les normes du travail, mais c'est seulement ouvert aux salariés qui est à l'emploi d'un employeur depuis 2 ans et plus. Donc, ce n'est pas tout le monde non plus qui peut entreprendre ce recours-là. Mais oui, c'est 45 jours, donc c'est assez court. Donc, conseil numéro 1, agir assez rapidement puis pas trop attendre. Tout à fait. Puis là, on a parlé de CNESST. Ça fait déjà 2 fois. Puis honnêtement, quand on pense droit du travail, c'est un des premiers noms qui nous vient en tête, la CNESST. Fait qu'on parlons-en. Qu'est-ce que c'est la différence entre CNESST et Tribunal administratif du travail? Je peux pas me prétendre de manière exhaustive dire tout ce que la CNESST fait dans son mandat. Elle va enquêter au niveau de la santé et sécurité pour les travailleurs. Elle va aussi siéger sur certaines décisions en matière de maladies, lésions professionnelles. Elle va aussi agir comme, je dirais, intermédiaire avant une procédure devant le tribunal administratif du travail, notamment en matière de congédiement et de pratiques interdites. Donc, elle porte plusieurs chapeaux. Oui, elle touche un peu tout. Fait que c'est intéressant d'aller sur son site. Je pense qu'il est assez accessible aussi, puis qu'il est vraiment... il est quand même assez bien fait, là, pour l'avoir visité moi-même un peu avant l'épisode aussi, là. J'ai fait mes recherches un petit peu. Mais, fait que, juste pour préciser, parce qu'évidemment, on pourrait parler de la CNESST pendant un épisode au complet. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas être exhaustif sur tout ce qu'elle peut faire. Mais comment savoir si je dois aller en premier devant la CNESST ou devant le tribunal administratif du travail? Évidemment, de manière très générale, là, il y a des exceptions. Il y a des exceptions partout. Je dirais, la réponse facile d'avocat, c'est que c'est écrit dans un texte de loi. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour le travailleur, pour le public, oui, consulter un avocat, consulter une personne du domaine juridique, mais sur le site de la CNESST, il y a des outils pour vous guider. Disons, j'ai subi un congédiement, il explique qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les étapes à faire. Vous avez subi une mesure disciplinaire parce que vous avez exercé un droit prévu à la loi sur les normes du travail. Ça va être décrit encore la procédure sur le site de la CNESST. Aussi, le site du tribunal administratif du travail donne aussi beaucoup d'informations sur les recours qui peuvent être déposés auprès du tribunal administratif du travail. En matière de syndicats, en fait, en vertu du Code du travail, par exemple, une procédure qui doit aller directement devant le tribunal administratif du travail, c'est en cas d'entrave aux activités syndicales. Donc, si
un travailleur est victime de discrimination, mesures disciplinaires, parce qu'il a participé à des activités syndicales, il a essayé de syndiquer son milieu de travail, il peut déposer directement plainte au tribunal administratif du travail. Donc, ça va vraiment varier de la matière que l'on traite, si on va à la CNESST ou au tribunal administratif du travail. Donc, ça s'ajoute à notre liste de questions qu'on est déjà en train de bâtir un peu, une question à la fois. Donc, d'abord, est-ce que je suis syndiquée? Puis la deuxième question, ça pourrait être, est-ce que je dois déposer mon recours à la CNESST? Parce qu'il y a des recours qui doivent aller par la CNESST avant ou au tribunal administratif du travail. Puis dans les deux cas, il faut se renseigner. Donc, avant d'entreprendre des démarches, avant de se rendre le matin, on se lève, on se rend au tribunal administratif du travail parce qu'on veut être entendu, il y a peut-être des questions à se poser avant. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de CNESST, on a nommé le tribunal administratif du travail, mais ça pourrait être intéressant de lui aussi lui donner un petit peu de temps sous les feux du projecteur. Donc, qu'est-ce que c'est le tribunal administratif du travail? Bon, comme son nom le dit, c'est un tribunal administratif. Donc, c'est un organisme qui a une fonction quasi juridictionnelle, qu'on appelle. Pourquoi? Parce que sa mission, c'est de trancher des litiges. Dans le fond, de rendre des décisions sur diverses matières. Donc, son rôle, ce n'est pas d'enquêter, ce n'est pas de rendre des décisions administratives, c'est vraiment de trancher des débats, un peu comme ce que l'on voit dans les cours de justice. Mm-hmm. Donc, c'est comme une cour de justice qui serait spécialisée en matière de travail, santé et sécurité. Oui, tout à fait. Parfait. Puis c'est indépendant de l'État. Oui. OK. Fait que c'est un tribunal, finalement, c'est comme s'il y avait une expertise, un peu comme toi, en droit du travail. Oui, son mandat, il touche de façon générale le droit du travail. Parfait. Je prends le temps de le mentionner à nos auditeurs, auditrices, qu'il y a plusieurs tribunaux administratifs au Québec. Le tribunal administratif du travail, c'en est un. Mais c'est important de noter que les règles qu'on va parler au courant de l'épisode, c'est des règles qui s'appliquent seulement au tribunal administratif du travail. Donc, ça ne s'applique pas à d'autres tribunaux administratifs. Il y a des règles spécifiques qui s'appliquent à ces tribunaux-là. Et même si vous avez un litige devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure en matière de droit du travail, les règles qu'on va aborder ne sont pas des règles qui peuvent s'appliquer à vos procédures. Donc, c'est vraiment juste devant le tribunal administratif du travail. Justement, première étape, déposer une demande. On s'est posé les questions, on sait c'est où qu'on s'en va. On s'en va au tribunal administratif du travail pour leur dire 100 fois. Quelle est la bonne division du TAT? Comment est-ce qu'on peut savoir où déposer la demande? Est-ce que le tribunal, c'est juste une entité ou il est scindé en petits compartiments? Il y a en fait 4 divisions au sein du tribunal administratif du travail. Dans ma pratique, je ne traite pas avec chacune de ces divisions-là. De manière générale, la division des relations du travail va être celle qui va traiter des matières, justement, qui touchent le salarié et son employeur pour ce qui est, si on veut, des mesures du congédiement, les pratiques interdites, mais aussi, ça va être la division qui va traiter des accréditations. Dans le fond, quand un syndicat demande à être accrédité auprès d'un employeur, ça va être dans cette division-là. Il va y avoir la division de la construction et de la qualification professionnelle, qui, dans ma pratique, est la division avec laquelle je traite le plus, qui va toucher vraiment les relations de travail des salariés syndiqués, mais du milieu de la construction en particulier. Et aussi de l'application de la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle. Je ne veux pas nommer la loi, elle est très longue. Je comprends. On va l'appeler la loi R20. Dans le fond, tout ce qui... Pour faire court et simple, pour faire court, la loi R20. R20, qui traite, dans le fond, le tribunal va statuer aussi sur ce qui est des travaux de construction, sur les permis, les certificats de compétences des salariés de l'industrie de la construction et plusieurs matières qui traitent spécifiquement la construction. Après ça, il y a la division de la santé et sécurité du travail qui va traiter des matières qui relèvent de la LATMP, Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le fond, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, quand vous êtes un salarié subit une maladie ou une lésion professionnelle, il y a moyen qu'il soit indemnisé par la CNESST. Il y a des décisions qui vont être contestées, qui vont aller devant le tribunal administratif du travail.
Et finalement, il y a la division des services essentiels qui va toucher les relations du travail, le maintien des services essentiels dans des domaines spécifiques. On parle les travailleurs pour les municipalités, les services publics comme on va dire Hydro-Québec, les policiers, etc., ce qu'on va qualifier de service essentiel. Donc, on a 4 divisions. C'est important de savoir c'est laquelle qui est la bonne puis qui s'applique à notre cours. Donc, est-ce que ce serait une bonne étape préalable d'essayer de qualifier un peu c'est quoi notre cours pour essayer de savoir à quelle division il faut déposer la demande ou au final, c'est à l'interne que ça va se faire puis le tribunal va le gérer puis l'attitrer à la bonne division? Je dirais que pour le travailleur, quand il dépose sa demande, il n'y a pas 4 guichets différents où est-ce qu'il dépose sa demande. C'est auprès du tribunal administratif du travail qui, lui, va... classer à l'interne dans la bonne division, si on veut. Mais on n'a pas trop à se casser la tête avec ça. OK. Fait que pour quelqu'un qui vient de nous écouter puis qui trouvait que ça avait l'air très gros, on pourrait dire que ça se fait naturellement à l'interne. C'est juste pour mieux comprendre les rouages du tribunal administratif. Mais une fois que la demande est déposée, il y a juste un guichet, comme tu dis. Oui. OK, parfait. Puis justement, à ce guichet-là, qu'est-ce qu'on doit amener le jour où... on veut déposer la demande. Qu'est-ce qu'on doit savoir ou avoir en main pour déposer une demande au TAT? Pour déposer une demande en tant que telle, ce qui est primordial au dépôt de la demande, c'est vraiment de... Normalement, il y a souvent des formulaires qui sont prévus pour des demandes. Vous pouvez consulter le site du tribunal administratif du travail. Là-dessus, c'est avoir les informations pour identifier... Si on veut, le salarié, souvent qui est le plaignant, c'est pour un particulier qui se représente seul. Donc, ses coordonnées, ses informations personnelles, celles de l'employeur. J'imagine que si on discute aujourd'hui, c'est pour aider les salariés à se représenter contre un employeur. Donc, oui, pouvoir identifier l'employeur et, si on veut, toutes ce qui est demandé dans la demande. Donc, pourquoi vous faites cette demande-là. La demande, c'est un écrit, donc c'est un peu l'histoire. Pourquoi vous déposez une plainte auprès du tribunal administratif du travail. Au moment du dépôt de la demande, je dis pas que c'est essentiel à ce moment-là d'avoir toute votre preuve, votre documentation. C'est pas obligé au moment du dépôt. Mais ça peut être intéressant d'avoir un début de preuve ou un début de quelque chose pour s'assurer qu'on se rend devant le tribunal avec quelque chose de solide quand même. Tout à fait. C'est juste pas impossible. Je recommande pas d'entreprendre cette démarche-là si vous n'avez pas d'outils pour vous backer, là, si je peux utiliser ce terme-là, pour vous appuyer. Il vous faut de la documentation, il vous faut vos éléments de preuve parce que éventuellement, c'est ce qui va vous donner raison à la fin. Donc, d'aller chercher le bon formulaire sur le site du TAT, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou est-ce que c'est vraiment un guichet ouvert? En fait, vous pouvez, avec le TAT, c'est assez... c'est très pratique pour une personne qui se représente seule parce que vous pouvez utiliser divers moyens. Vous pouvez envoyer des documents, votre demande par la poste. Vous pouvez utiliser les adresses courriel en ligne. Vous pouvez envoyer par fax. Donc, vous pouvez même vous déplacer en personne au bureau du tribunal puis déposer votre demande. Donc, ça peut se faire par divers moyens. Fait que c'est assez... c'est au goût du jour au niveau numérique ou presque, là, autant que le système peut l'être. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Donc, on a déposé la demande. On a déposé l'acte introductif d'instance, comme on appelle. Puis, qu'est-ce qui se passe si mon dossier est urgent, si on doit vraiment l'entendre rapidement, puis j'estime que sinon, il va y avoir des enjeux plus graves? Vous pouvez toujours... Le tribunal administratif du travail permet toujours de faire la demande pour que le dossier soit traité en urgence. C'est simplement justement d'en faire la demande et de motiver les raisons pour lesquelles vous demandez à ce qu'on procède en urgence. Ça se fait, mais ça va toujours être la décision du tribunal, du juge administratif, de voir s'il y a réellement urgence, s'il va vraiment traiter de la question en priorité. Puis il y a des critères établis qu'on pourrait peut-être retrouver sur le site du TAT pour tout ce qui est urgence ou
ou vraiment c'est la décision interne? Puis, parce que évidemment, j'ai l'impression que quand on vit une injustice au travail, on peut facilement avoir l'impression que c'est urgent, puis se dire que c'est urgent, étant donné que le travail, c'est tellement une partie intégrante de nos vies. Puis je comprends parfaitement ça, mais le TAT a quand même des critères définis pour tout ce qui est urgence. Oui, tout à fait. Puis je dirais qu'en matière de relations du travail, on va dire, lors d'un congédiement, c'est des recours qui vont pouvoir c'est des injustices qui pourraient potentiellement être réparées par des indemnités monétaires. Donc, oui, une personne pourrait penser que c'est urgent, mais pour un tribunal, si ça peut être compensé à la fin, même si après qu'on passe par les audiences, ça prend quelques mois, ça ne va pas être considéré urgent. Mais étant donné que l'argent n'a pas de date d'expiration, puis que c'est une compensation, donc qu'on évalue le préjudice qu'une personne a subi, l'injustice qu'une personne a subi, puis on lui donne de l'argent, il n'y a pas vraiment d'urgence dans les yeux du tribunal à ce niveau-là. Exactement. Finalement, si on a une injustice, un conflit en milieu de travail, mais que ça se règle, on réussit à en parler, la demande a réussi a mis de l'huile dans le processus de discussion, puis on a réussi à régler ça. Est-ce que c'est possible de se désister, donc de retirer sa demande présentée au TAT? C'est toujours possible de se désister, mais si le conflit ou le problème, le litige se règle, mon conseil, c'est que ça se règle par écrit. Ça serait de mettre ça par écrit, jamais si on s'entend à l'amiable avec l'employeur, c'est pas de se désister sans avoir mis une entente par écrit. Ça, c'est mon premier conseil. Mais oui, c'est toujours possible, à l'aide d'un formulaire encore en ligne, de retirer notre demande. Puis, une fois que le TAT a fermé le dossier, est-ce que c'est possible de changer d'avis, de dire, bon, là, je voulais me désister, mais finalement, je veux plus parce que, justement, je n'ai pas écouté ce précieux balado et je n'ai pas entendu ce fameux conseil de coucher tout par écrit. Est-ce que c'est possible de changer d'idée ou c'est fait, c'est fermé, il faut déposer une nouvelle demande encore? Une fois que le dossier est fermé, il faut déposer une nouvelle demande. Mais moi, j'ai déjà vécu une exception, c'est que quelqu'un avait fermé mon dossier par erreur au niveau du TAT. J'ai pas passé par une nouvelle demande, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais oui, c'est arrivé qu'on a fermé. Mais là, dans ce cas-là, ça venait pas de toi. Non, donc ça peut arriver que le dossier soit fermé par erreur. Mais sinon, il faut procéder à une nouvelle demande. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que le délai pour le dépôt d'une demande risque d'être expiré. La prescription qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est fort probable que vous n'allez pas avoir la possibilité de déposer cette demande. Ou oui, vous allez la déposer, mais on va contester cette demande par le fait qu'elle est prescrite. D'où encore une fois l'idée de mettre par écrit l'entente, parce que sinon, on se retrouve avec du vide, des paroles, puis un recours qui est prescrit, donc qui est expiré, puis qu'on ne peut plus faire valoir devant le TAT. Tout à fait. Moi, mon premier conseil, c'est si vous vous entendez avec votre employeur sur quelque matière que ce soit, mettez ça par écrit pour être certain de pouvoir avoir un recours après si cette entente n'est pas respectée. Parfait. Puis vite, le désistement, c'est une procédure officielle, se rendre au tribunal à l'audience, se dire « je me désiste » ou il y a un formulaire aussi un petit peu? C'est vraiment un formulaire dicté troué avec... Okay. C'est à peine votre numéro de dossier, votre nom, votre signature à envoyer au tribunal. C'est vraiment c'est une page. Ça se fait très bien. Simple. Là, on va parler un petit peu de la conciliation, mais juste avant, je voudrais dire à nos auditeurs, auditrices, qu'on a un épisode sur les modes privés de règlement des différends qui adresse la conciliation, l'arbitrage, la médiation, la négociation. Donc, si ça vous intéresse, puis ce que vous entendez aujourd'hui en matière de travail sur tout ce qui est conciliation vous intéresse, il y a un épisode du balado qui est entièrement dédié à cette matière-là. Donc, parlons un petit peu conciliation, justement. Et qu'est-ce que c'est au tribunal administratif du travail, la conciliation? Est-ce que c'est possible? La conciliation, c'est possible. Là, on parle du tribunal administratif du travail, mais ça se passe même au niveau de la CNESST. Mm-hmm. Donc, la conciliation, dans tous les cas, c'est le même principe. Vous allez avoir une personne neutre, intermédiaire entre les parties, donc entre le travailleur et son employeur, qui va essayer de rapprocher les parties, de voir si on peut arriver à une entente avant de passer devant un juge qui va trancher le litige. Puis, normalement, les deux parties consentent à la conciliation. Donc, déjà, il
devrait y avoir une ouverture des deux côtés. Donc, le conciliateur, normalement, auprès du TAT, ça peut toujours changer, mais il propose souvent des rencontres à part. Vous allez être avec le conciliateur, vous allez discuter de l'enjeu, de ce que vous demandez. Et ensuite, le conciliateur va parler avec l'employeur également des enjeux, des demandes et de voir comment on peut régler l'affaire. Puis, le conciliateur peut faire le va-et-vient entre le travailleur et l'employeur pour voir justement, s'il y a matière à règlement, si on peut discuter de certaines affaires. Puis, quand il le sent, il sent que c'est opportun, il peut proposer aux parties de se rassembler dans une même salle puis de discuter. De ma propre expérience, j'ai déjà réglé des dossiers au moyen de la conciliation, des dossiers que je pensais qu'ils allaient seulement se régler par une décision du tribunal. C'était pas le cas. La conciliation, oui, ça peut fonctionner pour certaines parties. Ouais. Donc, puis en milieu de travail, étant donné que c'est des relations qui, des fois, impliquent une proximité, donc on travaille souvent avec notre employeur ou qu'on est proche de l'employeur, ça peut être intéressant tout ça parce que c'est des relations humaines avant tout. Puis la conciliation, c'est comme une mesure qui nous permet d'arriver à une entente commune. Est-ce que ça nous lie, par contre? Supposons que je décide d'aller en conciliation. Est-ce que ça veut dire que je décide de ne plus aller devant le TAT, de me désister au final? Non, en fait, le processus de conciliation est confidentiel et tout ce que vous allez dire, proposer en conciliation ne peut pas être retenu contre vous, si on veut. Le conciliateur, c'est pas un décideur. Il ne va pas rendre une décision pour les parties. Il est seulement là pour amener les parties à s'entendre. Donc, tout ce que vous dites, ça ne peut pas faire preuve contre vous s'il n'y a pas d'entente et vous allez devant le tribunal au final. Donc c'est pas, vous risquez rien à aller en conciliation. Donc, c'est ce que j'ai à dire. C'est juste une mesure de plus qu'on ajoute ou un outil de plus qu'on ajoute dans la résolution du conflit. Tout à fait. Et le règlement à l'amiable, c'est un peu dans la même veine, un peu la même idée qu'en conciliation, sauf que c'est quand même un petit peu différent. Si on peut aborder un petit peu, c'est quoi la différence entre le règlement à l'amiable et la conciliation? Dans le fond, le règlement à l'amiable, c'est que ça va intervenir seulement entre le travailleur et l'employeur. C'est à tout moment. Vous pouvez décider de régler votre litige par vous-même. Tandis qu'au niveau de la conciliation, la différence, c'est que le conciliateur, il va noter le règlement qui est intervenu et le consigner au dossier et ça va être déposé, si on veut, dans le dossier du tribunal. Puis ça va, techniquement, le tribunal peut en prendre acte et éventuellement fermer le dossier. Au niveau du règlement à l'amiable, je dirais que vous devez faire les démarches après auprès du tribunal pour fermer le dossier ou retirer votre demande. Puis là, si on se situe dans la ligne du temps qui nous amène devant le tribunal administratif du travail, on s'est posé les questions préalables. On a envisagé la conciliation. Le règlement à l'amiable, c'est pas possible. Puis tout à l'heure, on s'est dit, on n'a pas besoin d'avoir les preuves directement quand on fait la demande au TAT. On peut les déposer au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on fait ça, déposer des documents? Puis est-ce qu'il y a une limite de temps pour les déposer? C'est possible que dans votre processus, le tribunal, un juge demande à ce qu'il y ait une conférence préparatoire. Durant la conférence préparatoire, vous allez traiter de diverses questions concernant votre dossier. Il peut être question des délais, justement, à quel moment est-ce qu'on dépose les pièces, jusqu'à est-ce que je dois, justement, ou si vous pouvez faire à ce moment-là demander des documents à l'employeur qui aurait en sa possession. Donc, avec le juge, vous allez traiter de tout ce qui peut favoriser le bon déroulement de l'instance. Donc, le juge peut déterminer un délai pour la production des pièces. Néanmoins, de manière générale, les règles du TAT prévoient que les pièces doivent être déposées au moins 2 jours avant l'audience. Donc, minimalement. Donc, je recommande de le faire peut-être un petit peu avant, mais oui, minimalement 2 jours à l'avance. Pour être sûr que ça soit reçu par le tribunal, que ça soit dans les dossiers, puis qu'à l'audience, vous ne soyez pas devant un juge qui n'a pas les documents. Qui n'a rien en main. Exactement. On se retrouve à devoir dire « Ah, ben moi, je l'ai dans ma sacoche, mais vous ne l'avez pas, monsieur, madame la juge. Puis,
je pense qu'on va parler tout à l'heure du déroulement de l'instance, mais oui, mais c'est important d'amener des copies aussi pour tout le monde. Puis on a parlé d'un délai de 2 jours. Évidemment, il y a des exceptions. J'aimerais qu'on en aborde une qui est si on a besoin d'avoir un expert qui vient apporter une preuve d'expert. Il y a un délai qui est différent. Moi, c'est le délai, au final, c'est un délai de 30 jours, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Mais quel est l'intérêt d'avoir un expert en droit du travail? Est-ce que ça vaut la peine d'aller retenir les services d'un expert? En droit du travail, en particulier, si on parle de congédiement, mesures disciplinaires, pratiques interdites, je vois pas l'intérêt d'un expert, mais ça se voit en matière d'accidents du travail, lésions professionnelles. Tout ce qui est médical, souvent, vous allez... un médecin ou un médecin. Médecin, un spécialiste, si l'employeur il conteste votre maladie ou lésion. Oui, c'est ça. Fait que, au final, la preuve d'expert, c'est souvent lorsqu'on a des lésions professionnelles puis qu'on veut... pas juste dire, ben regardez, ça paraît pas parce que c'est à l'intérieur, mais je vous le dis que ça fait mal. Ouais. Parce que dans le fond, de manière générale, sommairement, c'est que pour avoir une opinion d'expert, c'est pas le commun des mortels qui peut témoigner là-dessus. Ça requiert une expertise que le tribunal n'a pas ou qu'un particulier n'a pas. Il faut que cette preuve soit amenée par un expert. Moi, l'avocat... ou monsieur, madame, tout le monde, on ne s'invente pas médecin. On parle de lésions professionnelles. On n'est pas la personne qualifiée pour informer le tribunal là-dessus. Donc oui, vous allez nécessiter une preuve d'expert à ce niveau-là. Puis les documents qu'on a en main, on les dépose au tribunal administratif du travail, mais est-ce qu'il faut en envoyer une copie aussi à l'employeur? Pour ce qui est du côté de la santé, non. Le tribunal va se charger de communiquer les documents. Néanmoins, pour les autres matières, il faut communiquer vos documents à l'autre partie, donc à l'employeur et au tribunal et à toute autre partie qui participe donc, c'est notre rôle. Oui. C'est pas le greffe ou le guichet, comme on l'appelait tout à l'heure, qui va envoyer les documents. C'est à nous de notifier, donc d'envoyer par huissier ou... par exemple, par courrier recommandé ou tout autre moyen d'avoir une preuve de réception que les documents ont été reçus par l'employeur. Tout à fait. Normalement, au niveau du tribunal administratif du travail, je dirais que par courriel, en fond, c'est un canal de communication qui est souvent utilisé, même pour envoyer au juge. Si vous avez un juge déjà assigné au dossier qui correspond avec vous par courriel, c'est possible aussi d'envoyer les documents directement à ce courriel-là. Donc. Parfait. Donc, on s'est posé les questions, on a établi notre statut, on a déterminé si on était syndiqué ou non, si on devait aller devant la CNESST ou le TAT. On a déposé les documents. Au final, on est pas mal rendu à l'audience sur le fond. C'est ce que j'aimerais qu'on aborde. Alors, on est à l'audience, on a déposé nos demandes. Quand on parle de l'audience, c'est le moment où on est au tribunal, devant un ou une juge, puis que c'est le moment de présenter notre preuve, nos demandes. Mais comment ça se passe, l'audience au TAT? Bon, pour démystifier l'audience devant le TAT, je veux juste rassurer les auditeurs en premier lieu. Ça ne se passe pas comme dans les cours de justice, ce qu'on voit à la télé. Le juge, il ne porte pas une toge. Les avocats non plus, s'il y a un avocat de l'autre côté, parce que si vous écoutez le podcast, c'est parce que vous allez vous représenter seul. Mais de l'autre côté, s'il y a un avocat, il ne sera pas en toge non plus. Donc, les salles d'audience sont assez petites, justement. Il va y avoir le juge, la partie d'un côté et vous de l'autre. Pour commencer, si c'est votre demande, vous avez un fardeau de preuve, donc vous allez devoir faire votre preuve en premier. Donc, vous avez préparé vos documents. Vous pouvez aussi avoir préparé des témoins. Vous pouvez avoir besoin de témoins pour faire votre preuve. Dans ce cas-ci, vous devez vous assurer d'avoir convoqué vos témoins, qu'ils soient présents à la date d'audience. C'est très important. Les témoins, en général, ils doivent être exclus de la salle. Pour pas qu'ils écoutent votre témoignage ou celui d'une autre personne. Pour pas que, finalement, tout le monde se retrouve à dire la même chose juste parce qu'ils se sont entendus entre eux. C'est pour s'assurer que le juge ou la juge puisse croire que chaque personne, si elle dit la même chose, c'est parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Effectivement. Puis, en parlant du juge, il va procéder à votre assermentation et à celle des témoins.
Ça veut dire que vous allez affirmer solennellement que vous dites la vérité. Dans le cadre de votre témoignage, ça va être la même chose pour les témoins. Donc, comme on a dit, si c'est votre demande, vous allez commencer avec votre preuve. Donc, je suggère que vous ayez bien préparé votre trame narrative, dans le fond, pour pouvoir expliquer que votre histoire ne soit pas décousue. Et au fur et à mesure, vous pouvez présenter votre preuve. Si, disons, c'est un congédiement, commencez avec le premier événement, commencez avec votre premier témoin. Si vous n'êtes pas représenté par avocat, vous allez être celui qui pose des questions à votre témoin. Aussi, le juge peut interagir. Au niveau du TAT, ça arrive souvent que le juge va vous poser des questions, va poser des questions aux témoins. Sinon, au niveau de la preuve, il faut comprendre que, normalement, pour qu'une preuve soit admissible, elle doit être déposée par quelqu'un. Donc, un témoin ou par vous-même. Par exemple, si vous avez un document, un rapport médical, vous ne pouvez pas attester de l'authenticité de ce document-là. Ça va être la personne qui l'a rédigé. Si c'est un médecin, c'est le médecin, dans le fond, qui peut témoigner sur ce document. Et ça peut être nécessaire devant le tribunal administratif du travail si l'autre partie conteste justement le document, un document médical. Donc, ça peut être nécessaire d'amener des témoins pour valider, si on veut, un document. Parce que c'est ça, comme vous disiez, ou comme tu disais, pardon, le fardeau de la preuve, quand on veut dire ça, ça veut dire que nous, étant donné qu'on est en demande, on demande quelque chose au tribunal, on veut que le ou la juge tranche en notre faveur. C'est à nous d'expliquer pourquoi le ou la juge devrait trancher en notre faveur. C'est nous qui doit démontrer que ce qu'on dit, c'est vrai, que notre histoire, c'est ce qui s'est passé. Puis c'est pour ça qu'on fait venir des témoins, qu'on présente de la preuve ou par exemple, un rapport médical, puis donc un expert qui vient dire, oui, ce rapport médical-là, ce que ça veut dire, c'est ça, ça, ça. Si vous regardez à la ligne-là, c'est là où j'ai fait l'évaluation de la demanderesse ou donc de la personne qui a été blessée. Fait que ça nous revient, quand on fait une demande, de prouver que le tribunal devrait trancher en notre faveur. Oui, tout à fait. Puis, pourquoi c'est un fardeau? Parce que l'autre partie, l'employeur, de l'autre côté, va essayer de démontrer une autre position, le contraire, si on veut, que vous n'avez pas raison. Dans le fond, il conteste votre demande. Donc, l'employeur également va amener d'autres preuves, d'autres témoins, des éléments contre vos prétentions. Donc, c'est important, oui, d'étoffer par témoignage, par élément de preuve, tout ce que vous voulez présenter au tribunal, dans le fond. Puis quand on dit que l'employeur, par exemple, va venir contredire notre preuve, si on a des témoins, ça se manifeste un peu par le contre-interrogatoire. Oui. C'est quoi le contre-interrogatoire? Dans le fond, lorsque vous allez livrer témoignage ou encore vos témoins, l'employeur a le droit de poser des questions sur le témoignage, essayer si on veut, de challenger les réponses que vous avez fournies, essayer de lui démontrer, si on veut, ses prétentions. Donc, c'est important d'être préparé, puis oui, si on veut, d'exposer les faits comme ils sont, parce que, oui, l'autre partie va essayer de se défendre de son côté également. Puis, à notre tour, supposons que l'employeur a aussi des témoins, puis présente une preuve avec des témoins. Nous aussi, on va pouvoir contre-interroger ces témoins-là. Tout à fait. Si vous n'êtes pas représenté par avocat, oui, ça va être à vous de poser les questions que vous jugez pertinentes, toujours en lien juste avec le dossier, avec le litige en question, puis pour essayer justement de peut-être contredire, voir si le témoin dit la vérité, puis c'est ça. Donc, si je reprends, juste pour être sûr de l'ordre un peu de l'audience, donc du moment devant le tribunal, on arrive, est-ce que la date et l'heure qu'on nous a donnée pour cette audience-là, c'est nous, la seule personne qui va être là? Est-ce que la salle va être vide à part nous et l'employeur ou le tribunal administratif, des fois, il entend plusieurs dossiers dans la même journée?
Dans mon cas, c'est une bonne question. Dans mon cas, quand on nous désigne une salle et une heure, ça m'est jamais arrivé qu'il y avait une autre partie. Je ne sais pas si ça se fait. C'est dans différent certaines du tribunal divisions. administratif du logement un peu. Je dirais que oui. Normalement, quand on vous donne une date d'audience, une heure, un endroit, ça va être votre dossier qui va être traité. Je ne sais pas si au niveau de santé et sécurité du travail, ils traitent des dossiers en boucle. Ça, je ne pourrais pas répondre. Mais normalement, devant la division des relations du travail, c'est votre dossier qui est traité dans cette journée-là avec un Donc, juge. on se présente, puis en premier, il va y avoir la preuve de la personne en demande, donc nous, si on fait une demande au tribunal. Puis c'est là qu'on va faire l'interrogatoire des témoins, comme on parlait tout à l'heure, puis c'est là qu'on va présenter toute la preuve. Puis ensuite, à la fin de notre preuve, c'est au tour de l'employeur. Oui. Puis lui, il va présenter toute sa preuve aussi, puis on va pouvoir contre-interroger. Puis une fois que toute cette preuve-là est déposée, qu'on l'a présentée, qu'est-ce qui se passe? Après la preuve, dans le fond, ça va être les plaidoiries. Donc, vous allez... Normalement, quand il y a un avocat, c'est là qu'il sort, si on veut, les arguments juridiques, qui va s'appuyer de la jurisprudence, donc des décisions du tribunal. Si vous avez l'occasion peut-être de faire des recherches en ligne, vous pouvez essayer d'appuyer justement vos prétentions à l'aide de décisions du tribunal administratif du travail. C'est ce que je suggère. Donc, vous n'êtes sûrement pas, on parle d'un congédiement, il y a plusieurs congédiements qui ont été traités avant le vote par le tribunal administratif du travail. Donc, d'aller lire, de se renseigner, c'est sur justement le droit. Je parlais tout à l'heure de la règle du 2 ans pour faire une plainte en congédiement. Au niveau du tribunal administratif du travail, ça va être des critères que vous allez retrouver dans les décisions, dans la jurisprudence. Donc, c'est le moment des plaidoiries, c'est où est-ce que vous essayez aussi de démontrer que les témoins de la partie adverse n'étaient pas crédibles, si on veut, que se sont contredits. D'essayer de porter l'attention du tribunal sur des éléments en la faveur de votre demande. Donc, la première étape, c'est vraiment les faits, l'histoire, connaître son histoire, savoir la présenter. Évidemment, se pratiquer avant, avoir rencontré les personnes qu'on veut faire témoigner, que ce soit nos collègues, juste pour s'assurer de compter de A à Z toute l'histoire. Puis la deuxième partie, la partie que vous me parlez en ce moment, les plaidoiries, c'est vraiment l'argumentation en droit. Donc, qu'est-ce que je suis allée chercher en droit? Comment est-ce que le tribunal a déjà réglé tel conflit qui ressemble au mien? Puis ça, évidemment, il y a des ressources en ligne où on peut chercher par mots-clés un petit peu. Puis, à la fin de tout ça, une fois qu'on a fait les plaidoiries, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rend sur la décision sur place? Est-ce que le juge va dire « voici comment je tranche » ? Le juge, c'est technique, mais sur des moyens, des fois, quand il y a des demandes de rejet sommaire de la demande, ça se peut qu'il tranche sur le banc, qu'il rende une décision la journée même, mais normalement, au niveau du tribunal administratif du travail, le juge va prendre un délai de 90 jours pour rendre une décision. Donc, il va, si on veut, ajourner et rendre une décision que vous allez recevoir plus tard. Donc, rejet, on a parlé rejet sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une demande de rejet sommaire? Dans le fond, des fois, on veut s'éviter une audience, un procès trop long. On parlait de la prescription tout à l'heure. Si votre recours, vous ne l'avez pas déposé, on va dire, dans les délais, vous aviez on a dit 45 jours pour faire votre plainte, ça n'a pas été fait, si vous l'avez déposé 60 jours après votre congédiement, vous n'aviez pas un motif raisonnable, l'employeur pourrait contester ça en disant vous n'avez pas déposé dans les 45 jours. Donc, c'est à sa face même, le dossier il est, si on veut, serait voué à l'échec. Ouais. Donc, on demanderait un rejet sommaire. Donc, on ne veut pas aller entendre des témoins, déposer beaucoup de preuves quand on sait que dès le départ, vous avez... On n'a pas besoin d'entendre l'histoire Exact. Parce que malheureusement, l'histoire, elle est expirée. On ne pourrait même pas rendre une décision même si on était d'accord. Oui, même si l'employeur, dans ce cas-ci, n'avait pas le droit de vous congédier, malheureusement, vous n'avez pas entrepris le recours dans les délais. Donc, ça serait... Donc, dans ce contexte-là, il pourrait, oui, avoir une demande de rejet sommaire. Puis l'ajournement, ça, c'est quoi exactement? C'est ça veut simplement dire qu'on termine la journée d'audience.
on dit, OK, bonne journée, Voilà. je vais trancher le litige, je vais trancher le conflit plus tard. Puis comment est-ce qu'on sait la décision? Est-ce qu'on la reçoit par la poste? Est-ce que... Dans le fond, vous allez recevoir... Si au cours de l'instance, le tribunal communiquait avec vous par la poste ou il communiquait avec vous par courriel, vous devriez le recevoir par le même média, là. Donc, moi, comme avocate, normalement, je reçois la décision par courriel. OK. Donc, vous devriez l'avoir, oui, par courriel ou par la poste. Puis, le juge ou la juge a environ combien de temps pour rendre la décision? Est-ce que ça peut prendre des années avant qu'on ait la décision? C'est 90 jours pour rendre une décision. Pour certaines circonstances, si le dossier est complexe, le tribunal peut demander une prolongation. Vous allez être informé, dans le fond, si le tribunal a demandé du temps supplémentaire pour rendre sa décision, vous allez en être avisé. Fait qu'il y a des délais, mais normalement, ça prendrait pas plus qu'1 an. Non, jamais. Je penserais pas. OK, parfait. Fait que là, on reçoit la décision du ou de la juge, puis on la lit, puis on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez demander une révision au niveau du tribunal administratif du travail, mais il faut comprendre que les décisions sont finales et sans appel. Vous pouvez demander une révision s'il y a un élément nouveau qui n'était pas à votre connaissance au moment de l'audience. Il y a un élément nouveau, une pièce qui est portée à votre connaissance que vous n'aviez pas en votre possession. Vous devez le faire dans les 30 jours. Donc, vous pouvez demander une révision à ce moment-là. Sinon, il y a toujours, ultimement, le pourvoi en contrôle judiciaire, qui est une procédure qui s'introduit devant la Cour supérieure. Vous avez 30 jours après la décision du tribunal administratif du travail pour entreprendre ce pourvoi. Mais encore une fois, c'est une procédure assez lourde et c'est pas aussi convivial que le tribunal administratif du travail en Cour supérieure. Normalement, ça va être des avocats. Il y a beaucoup de procédures, des règles à respecter. Donc, c'est plus devant un tribunal administratif, ça devient devant un tribunal judiciaire. Donc, c'est plus le même processus, là. Donc, c'est important de comprendre que la décision, elle n'ira pas nulle part. Elle a été rendue, puis que c'est pas possible de faire « OK, on recommence carte blanche et moi, je veux recommencer le procès parce que finalement, j'aurais fait quelque chose différemment » ou c'est plus ça. Une fois que la décision est rendue, on est un peu pris avec ça, là, cette décision-là. Puis après ça, pour voir si on veut faire un pourvoi en contrôle judiciaire ou encore une révision, ça peut être intéressant dans ce cas-là d'aller consulter un ou une avocate parce que c'est pas du tout les mêmes règles que ce qu'on vient d'expliquer. C'est pas comme si on recommençait à la case zéro le processus qu'on a expliqué. Non, tout à fait. Puis je dirais que même à ce moment-là, ça devient beaucoup plus théorique, juridique, là. Ça va plus être nécessairement une question de fait. Donc, c'est un peu plus complexe. Donc, oui, allez consulter si vous pensez vraiment que il y a un déni de justice dans la décision ou que la décision mérite d'être contestée. Ça serait pertinent d'aller consulter. Mais oui, la décision du tribunal administratif est finale, exécutoire, et elle doit être respectée, là. Puis là, on parle d'exécutoire, ouais. Justement, là, pour préciser. Si quelqu'un n'exécute pas la décision, donc qui ne la respecte pas, l'employeur, le tribunal a tranché en notre faveur, mais l'employeur respecte pas la décision, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, disons, il y a une décision en votre faveur, l'employeur doit vous indemniser. Prenons ça comme exemple. Vous pouvez toujours déposer la décision du tribunal administratif du travail au greffe de la Cour supérieure de du district où la décision a été rendue. Et ça va valoir comme une décision, pour être général, ça va valoir comme une décision de la Cour supérieure. Donc, il y a des recours. C'est pas finalement un papier en l'air, une décision d'un tribunal administratif. C'est vraiment quelque chose qui se doit d'être respecté. Ouais. Puis si jamais c'est pas respecté par l'employeur, il y a moyen de le faire respecter, donc de faire exécuter la décision. ouais. Parfait. Bien, on s'est rendu de A à Z. On a fait tout le processus complet devant le tribunal administratif du travail. Si on avait quelque chose à retenir, par exemple, de tout ce processus-là, quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'est-ce que tu conseillerais?
Ou tu suggérerais? On a parlé de la procédure devant le tribunal administratif du travail, mais ce qui est primordial avant d'entreprendre, de vous rendre là, c'est vraiment de vous assurer, quand vous voulez faire valoir un de vos droits, c'est de respecter les délais, surtout au niveau du travail. Les délais sont très courts, que ce soit 45 jours dans le cas d'un congédiement, que ça peut être, si on veut, une matière qu'on n'a pas discutée, qui est le harcèlement psychologique. Là, vous aurez un délai de 2 ans pour porter plainte. Donc, le délai est plus long. Mais les délais, oui, sont assez courts. Donc, c'est de faire de la recherche, de vous informer là-dessus. Puis de ne pas penser qu'il y a des délais juste au début de la procédure. Parce que comme on l'a vu, il y a des délais avant pour savoir si notre recours n'est pas expiré. Il y a des délais pour déposer la preuve. Il y a des délais pour finalement demander une révision d'une décision. Ouais. Donc, c'est de connaître vraiment... Le droit du travail, au final, c'est un peu un droit de délai aussi. Oui, puis de délai court. Délai court, oui. Ouais. Fait qu'agir rapidement. Ça serait peut-être la leçon à retenir dans ce cas-ci. Mais merci beaucoup, Adriana. C'était notre épisode d'Ensemble à la cour en matière de droit du travail. On a eu le plaisir de discuter des étapes procédurales au tribunal administratif du travail avec Maître Adriana Sotelo. Pour accéder à toutes les ressources qu'on a nommées, que ce soit le site de la CNESST ou du tribunal administratif du travail ou encore les autres ressources qui ont été mentionnées durant l'épisode, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Hochlegal, donc hochlegal.ca. Et pour en savoir un peu plus sur notre organisme, sur notre mission, sur nos services, vous pouvez aller sur la page Facebook ou la page Instagram @hochlegal. Je m'appelle Camille Lavoie-Rancourt et bien entendu, je vous souhaite à la prochaine.